Bonjour, on se trouve dans le théâtre Entrepôt qui travaille toute l'année avec le quartier, avec les jeunes surtout. Et j'ai plaisir à voir en face de moi quelqu'un qui a retravaillé aussi un récit de quartier, son récit de quartier. La pièce de théâtre qui est jouée dans le cadre du Festival Off d'Avignon s'appelle Récit de mon quartier. Et la personne qui est en face de moi, c'est l'auteur et l'interprète à une seule personne. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre que Jean-Jérôme Esposito. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour. Et Mathilde Milani qui s'occupe de la lumière, qui a eu cette idée géniale de me parler de leur spectacle pour venir, qui m'a invité en fait le voir. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bien, donc Jean-Jérôme Esposito a reçu prix d'interprétation pour son rôle dans La tranchée des espoirs et tourné dans plus de 60 films dans le monde entier, même en République tchèque à Prague, Oui, c'est vrai. comme j'ai appris. Et il nous a présenté en fait son récit de son quartier qui était, avec un seul mot, fantastique. Fantastique. Son travail d'acteur est vraiment extraordinaire dans ce spectacle. Comme les autres critiques, ils définissent comme il boxe, il chante, il rappe. Cet artiste est complet. J'ajouterai encore beaucoup d'autres mots comme il joue avec l'amour, avec chaleureusement, avec l'humour, avec les idées qui sont cachées en fait. Je dirais que il exprime le rêve de tout le monde en fait, qui veut la tolérance entre les autres. Les êtres humains de différents pays et différentes religions. Jérôme, qu'est-ce que vous nous direz de votre pièce? Où est venue l'idée de retravailler votre sujet, vos souvenirs de votre enfance, adolescence, je suppose? Déjà, je suis très flatté de ce que vous dites, pas par orgueil, mais par le fait que vous avez compris vraiment ce que j'avais envie de défendre dans ce spectacle, c'est-à-dire l'autre. La richesse de l'autre, de celui qui n'est pas comme toi et qui va un jour te faire découvrir qui tu es, puisqu'il est différent et puisque tu es différent. J'ai eu envie d'écrire ce récit de mon quartier. Comme vous l'avez dit au tout début, je suis comédien, je tourne dans beaucoup de films, je joue dans des pièces de théâtre. Et ça fait des années que j'écris pour le théâtre. Et arrivé à la trentaine, j'avais envie de parler des miens, de ceux qui m'ont vu naître et grandir, les gens qu'on appelle en France les prolos, c'est-à-dire les gens qui sont ni riches ni pauvres, qui vivent dans des quartiers populaires ensemble, dans des quartiers cosmopolites où chaque porte s'ouvre sur un pays. J'avais envie de parler de ces gens-là parce que à chaque fois que j'allume la télé en France, que j'allumais la télé, on dit sur ces gens-là des choses horribles et fausses. Et on les stigmatise, on les montre du doigt, même des fois en pensant être bienveillant. Et du coup, ça me mettait vraiment en rogne que les médias parlent des gens que j'aime d'une manière péjorative. Alors j'ai pris mon stylo et ma feuille et je me suis dit je vais témoigner, écrire quelque chose pour monter sur scène et dire au public ce que moi j'ai vécu dans les quartiers, ce qui se vit dans les quartiers. C'est pas que la délinquance qui est mise tous les jours en pâture aux gens à la télévision
il y a des gens, la plupart des gens, 99% des gens, vivent ensemble et essayent d'être heureux. Et j'ai voulu témoigner de ça, voilà. Même s'ils sont différents, même si ils n'ont pas la même couleur, ils essayent de vivre ensemble et d'être tout simplement heureux. La vie est courte, et donc ces gens-là ont compris ça, que l'entraide, l'humanité, le non-regard péjoratif sur l'autre menait au bonheur. Et voilà, c'est un hymne aux gens qui se lèvent tous les matins pour être avec les autres. Voilà. C'est un hymne à l'amour pour mes quartiers. C'est évident. Mathilde, comment vous vous occupez de lumière, vous êtes présente tous les jours, vous jouez à la pièce deuxième année au Festival d'Avignon. Bien, qu'est-ce que vous me dites en fait, comment vous le voyez, vous êtes derrière, vous êtes spectateur, mais en même temps, vous faites partie d'équipe. En fait, il est seul en scène, Jean-Jérôme, mais en fait, on travaille en duo parce que si lui ne m'apporte pas toute son énergie, etc., je ne peux pas lui transmettre la mienne au travers des lumières, des vidéos, du son qu'on lui apporte. Et en fait, c'est les deux imbriqués qui font que ce spectacle-là, il est aussi bienveillant parce que on n'est pas... on est synchrone en fait à chaque fois et c'est ça qui rend aussi ça beau parce que l'un sans l'autre ça peut pas exister et c'est beau en fait parce que du coup ça permet aux gens de rester avec nous dans ce quartier, dans cette bienveillance qui nous entoure et c'est vraiment chouette de pouvoir voir un public qui rit, qui pleure avec nous et même si moi je le vois, ça fait je sais pas combien de fois qu'on le joue et à chaque fois je redécouvre et à chaque fois j'ai toujours les mêmes émotions qui montent et c'est beau parce que c'est assez rare d'arriver à ça et même si c'est mon métier, chaque fois on redécouvre les choses et c'est juste magnifique. Voilà. Vous avez le théâtre est toujours plein aujourd'hui au spectacle que j'étais présent. Vraiment, il y avait des émotions qui sont sorties, le rire, toutes les réactions possibles. Par rapport à l'histoire, en fait, j'aimerais bien vous demander, parce que ça je trouve génial, parce qu'on ne repère pas exactement. Vous parlez en fait de tous les gens de différents continents possibles. Donc, au début, vous commencez à être né dans une famille italienne. Oui. C'est vrai. Après, vous parlez de votre pépé, si je ne me trompe pas, oui. qui fait le prière, oui. Qui vous a... c'était magnifique, cette scène où vous parlez, vous avez eu 3 ans, je pense, oui. Quand vous avez pour la première fois entendu le prière de votre pépé. Oui. Et pour vous, c'était une chante. J'avais l'impression qu'il chantait, oui, ouais. C'est vrai. En fait... Moi, je suis né dans une famille italienne, pied noir. Mes parents viennent d'Afrique du Nord. Mes grands-parents napolitains ont immigré en Algérie. Et quand ils sont arrivés en France, moi je suis né en France, on est arrivé dans ces fameux quartiers que je décris, c'est-à-dire des tours de Babel. Et on avait des voisins vietnamiens, des voisins tunisiens, des voisins corses, des voisins comoriens. Et on vivait tous ensemble, et on vit tous ensemble encore dans un fabuleux partage. Et moi, j'ai pas trop connu mes grands-parents. Donc, je me suis pris des grands-parents d'adoption, qui étaient mes voisins tunisiens, monsieur et madame de Billy. Et j'étais leur petit-fils, leur dernier petit-fils. Ils me considéraient comme ça. Et moi, je les considérais comme mes grands-parents. Donc, comme j'avais 3 ans, je pouvais, moi, rentrer dans ce moment particulier qui est le moment de la prière. J'étais autorisé à rester à côté de mon grand-père et de monsieur de Billy et je croyais vraiment qu'il chantait en fait et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans Récit de mon quartier, c'est que moi je suis pas croyant par exemple. Oui, on se pose la question, voilà. Si vous êtes croyant parce que vous parlez de... Non, je suis pas croyant. Par contre, je crois à ma mère, je crois à monsieur et madame de Billy. Je crois en tous ces gens. Voilà. Et ce qui me plaisait, c'est ce que j'explique dans le spectacle, c'est que leur croyance les aidait certainement
à consoler leur chagrin parce qu'ils étaient tous partis de leur pays adoré et certainement ça les a aidés. Et ce qui me plaisait, c'est que ça les aidait aussi à être des gens bien tous les jours. Donc moi je suis pas croyant, mais ce que je retiens des diverses religions, c'est cette faculté à justement aller vers l'autre et à aimer l'autre. Dans toutes les religions, il y a ça, et toutes les religions monothéistes. Du coup, ouais, j'essaye de parler de ça le plus simplement possible, comme quand j'étais gamin, sans filtre, surtout sans préjugés, quoi. Et donc mon grand-père n'était pas mon grand-père de sang, mais j'ai sans doute appris avec lui et ma grand-mère énormément de choses qui font que je suis aujourd'hui l'homme que je suis. Voilà. Voilà. Je vous dis ça avec un peu d'émotion parce que d'habitude je suis sur scène, j'ai un texte, je me cache derrière des personnages et là c'est moi qui parle. Merci, on vous est reconnaissant. La première phrase qui est aussi magnifique, je vais vous parler des gens que j'aime, de ceux que je déteste aussi, du monde qui m'a vu naître, parce que pas tout le monde a eu la chance de vivre dans un quartier aussi pourri que le mien. Je n'ai pas eu de votre récit l'impression que vous avez vécu dans un quartier pourri. C'était le contraire, c'était vraiment... C'était magnifique, merci de dire ça. C'est ironique, bien sûr. Je dis quartier aussi pourri que le mien, c'est parce qu'on décrit nos quartiers comme des quartiers pourris, ou des quartiers chauds, ou des quartiers qui craignent. Moi, j'ai vécu dans ces quartiers, je vis toujours dans ces quartiers. Mes parents, ils sont toujours... Il y a comme de partout, de la violence, de l'insécurité, comme de partout. Mais il y a surtout le reste. Il y a surtout le reste. Et c'est des quartiers fabuleux parce qu'on rencontre les autres complètement, toujours. Et on est grandi par la connaissance de l'autre. Donc du coup, on n'a pas peur de l'autre. Puisque nous, pour l'autre, on est quelqu'un d'autre. Donc chacun, on grandit ensemble et on est riche de la différence des autres. On sait se comporter dans n'importe quelle communauté, on sait se comporter, on sait respecter les us, les coutumes de chacun pour pouvoir vivre bien ensemble. Et c'est dommageable qu'aujourd'hui on montre ces quartiers du doigt en disant que ça craint, qu'il y a des kalachnikovs, qu'il y a de la drogue. C'est comme ça depuis des années. Le gouvernement français a fermé les yeux pendant plus de 40 ans sur cette situation. Je pense que la vraie difficulté, je ne suis pas politique, je suis un artiste, mais je pense que la vraie difficulté réside dans le chômage. On devrait nous parler tous les jours du chômage et nous dire qu'il n'y a pas de travail. Comment on peut imaginer devenir un homme, fonder une famille si on n'a pas de travail dans le climat social dans lequel nous vivons. C'est simple, si tu n'as pas de travail, tu n'es pas reconnu socialement, donc tu n'es rien, quoi. L'éducation, comment on pense encore une fois qu'envoyer des jeunes qui sortent de l'école pour faire la classe à 35 élèves dont les hormones changent et qui sont prêts à bouffer la vie dans des quartiers difficiles, c'est malin de faire ça. Comment on pense que garder 35 élèves dans une classe et de leur donner des formations pourries pour ne pas dire nulles, des formations où ces jeunes-là, je vous parle de ça parce que moi j'interviens dans les lycées, dans les quartiers populaires, et les formations qui sont données aux jeunes, c'est du foutage de gueule, quoi. Et les jeunes s'en rendent vite compte. Et les professeurs, c'est des héros parce qu'ils essayent quand même de tenir leur classe et tout, mais c'est quasiment impossible de tenir la classe dans le mensonge. Quand on dit à quelqu'un, si tu travailles bien, c'est ce qu'on m'a dit, tu travailles bien, tu auras des diplômes, tu auras un travail. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on sait très bien que même si tu travailles bien, même si tu as des diplômes, à l'arrivée, tu auras de la chance si tu as un travail. Il y a même des pays où on fait gagner des places du travail à la loterie. Ça devient complètement absurde. Donc au lieu de s'occuper de tout ça, les problématiques dans les quartiers populaires sont les mêmes depuis 40-50 ans. On a laissé faire les choses et aujourd'hui, quand on nous décrit comme des quartiers pourris, je trouve ça un peu et beaucoup
injuste, quoi. Injuste et complètement inapproprié et irresponsable de la part des gens qui nous gouvernent, de quel que soit le gouvernement, parce qu'en 50 ans, on a vu tout le monde y passer. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut retourner vers ces quartiers, vers cette jeunesse qui est la France. Regarder notre France dans les yeux. On nous a parlé d'une problématique identitaire il y a quelques années, c'est complètement ridicule. Quand on se penche un peu sur la question, on sait très bien qu'une identité, c'est ce qu'il y a de plus intime chez l'homme et la femme. C'est comme les empreintes digitales, quoi. Personne n'a la même identité. Un fils n'a pas la même identité que son père ou que son frère ou que sa sœur. Donc ce faux combat qui a été mené, je ne sais plus à quelle époque, là, sur l'identité, ça n'existe pas. L'identité de la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, il faut la prendre dans les bras, cette identité. Elle est multiculturelle et c'est la force de notre pays. Et si on regarde notre jeunesse et toutes ces identités dans les yeux et qu'on leur donne des solutions, on aura un pays formidable. Tant qu'on regardera de côté ou qu'on tournera les yeux ou qu'on les fermera ou qu'on s'enterrera la tête comme des autruches, ben ça se passera pas bien. Voilà, excusez-moi. Voilà. Votre histoire se déroule au nord de Marseille, c'est ça? Oui, c'est les quartiers populaires. Dans les années 70-80? 70, 80, 90, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre, si vous pouvez comparer, avant c'était plus facile, aujourd'hui, est-ce que vous voyez les différences? C'est plus complexe que ça, parce que, comme je viens de dire, les problématiques sont les mêmes depuis 40 ans. Le chômage, l'éducation, c'est les mêmes problématiques. Sauf que le monde a évolué. Moi, à mon époque, le monde était à un certain endroit. Aujourd'hui, il a évolué. Et du coup, ces problématiques qui sont les mêmes se sont développées. Donc, on ne peut pas dire que c'est différent ou que ça a changé. C'est la même chose. Quand tu es pauvre dans le passé, tu es aussi pauvre que celui du présent ou que celui du futur. Tu es pauvre. Donc, les problématiques ne sont pas différentes. Elles ont évolué dans un sens irréversible et du coup, elles paraissent plus grosses aujourd'hui, mais c'est les mêmes qu'il y a 40 ans. Donc, on ne s'en est pas occupé il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il va falloir mettre les bouchées double ou triple ou 40 fois plus, parce que ça fait 40 ans qu'on ne s'en occupe pas, pour pouvoir faire machine arrière dans ces quartiers populaires, si on a envie de faire machine arrière. Parce que des fois, on peut se poser la question. Voilà. Donc non, c'est pas différent. Les quartiers sont pas différents. Le monde qui nous est proposé a évolué. Je voudrais demander à Mathilde Milani, parce qu'elle m'a très bien parlé de votre spectacle, quel message pour elle le spectacle présent? C'est une ouverture sur le monde, en fait. Pour moi, c'est dire que ça a existé, ça existe encore, et que si les gens sortaient de leur zone de confort et regardaient l'autre, en fait, on pourrait encore vivre dans un milieu où on ne juge pas son voisin, on n'a pas peur de son voisin surtout, et ça, c'est juste primordial. Et du coup, c'est juste un gros message de tolérance, ce spectacle, au final, parce que si on était tous tolérants, si on acceptait les autres tels qu'ils étaient et sans vouloir les changer, on vivrait mieux, largement mieux. Et il y aurait moins de problèmes, je pense, que ce soit dans les quartiers populaires de Marseille ou à Paris ou partout dans le monde. Il y aurait juste moins de problèmes. Et peut-être qu'on pourrait avancer et faire évoluer les gens au même rythme que tout le monde, en fait. C'est ça qui serait beau. Donc voilà, il faut juste rester bienveillant avec les autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un rêve. Ça pourrait devenir une réalité. Ça peut devenir une réalité, on se souhaite tous. C'est pour ça que je voudrais vous demander, c'était une des questions que je voulais vous poser, si vous avez intention de le jouer dans les écoles, si en France il y a la possibilité de présenter votre spectacle, parce que ça donne aussi un espoir aux autres. Vous avez fait une très belle carrière dans le cinéma. Est-ce que vous m'avez dit que vous intervenez auprès des lycées? Oui. Est-ce que
Bien Si sûr. vous pouvez me parler On un a- peu de votre intervention. Alors, le collectif Géna, avec qui je travaille, la directrice artistique qui est aussi le metteur en scène de mon spectacle, Julie Lucaso, on travaille ensemble dans le théâtre, dans le cinéma, dans la télévision, mais on a un côté militant, et donc on n'attend après personne pour aller dans les lycées, donner des cours de théâtre, parce que le théâtre, quand tu donnes un cours de théâtre, c'est un cours de liberté. En gros, en schématisant. Donc on n'hésite pas, depuis qu'on sait le faire, c'est-à-dire depuis 10-15 ans, à aller dans des lycées, dans les centres sociaux et de professer et de donner des cours de théâtre, des ateliers de théâtre. Donc ça, c'est notre démarche militante et personnelle. Donc à chaque fois qu'on fait un spectacle, bien sûr que on fait venir des jeunes de lycée, des jeunes de centres sociaux, des jeunes et des moins jeunes. Là, on a eu 3 ou 4 centres sociaux qui sont venus sur Avignon voir le spectacle, des mamans, des quartiers, des jeunes, et on essaye d'échanger avec eux autour du théâtre, autour de la prise de parole. Donc oui, on a ce travail-là avec les lycéens, les jeunes dans les centres sociaux, les gens qui vivent dans ces quartiers-là. On a ce travail-là très fort. Parce qu'en plus, le spectacle s'appelle Récit de mon quartier, donc on ne pouvait pas passer à côté de ça, quoi. C'était obligatoire. Après, aller jouer dans les lycées, c'est un peu compliqué parce que accueillir le décor et tout, c'est compliqué. Mais par contre, dès qu'on joue dans des grosses salles ou qu'on fait le Festival d'Avignon et tout, on fait venir ces jeunes-là et on leur propose le spectacle. Après, on leur donne un atelier. J'ai fait aussi une très très belle tournée en Algérie. J'ai tourné avec le spectacle à Alger, Oran, Tlemcen et Constantine. Et c'est pareil, on a réussi à construire un pont entre des jeunes artistes oranais qui s'appellent les Drôles-Madères et nous en France. On les fait venir le plus souvent possible avec nous et on les fait intervenir dans nos quartiers populaires pour qu'ils donnent eux aussi des cours de théâtre à des jeunes qui sont souvent issus d'une immigration maghrébine et donc du coup qui prennent un cours de théâtre, un cours de liberté par des gens qui pourraient être leurs cousins ou leurs amis, et c'est assez comment dire chirurgical comme effet que ça a sur les jeunes, parce que d'un coup leurs origines viennent leur parler et leur parler de théâtre, et du coup ça donne des choses formidables. Voilà. Donc oui, nous faisons venir ces jeunes, nous sommes engagés auprès de la jeunesse et de nos quartiers, et pourvu que ça dure, voilà, le plus longtemps possible. Vous êtes avignonnais? Non, je suis marseillais, je suis de Marseille. Marseillais. Oui, marseillais. Ouais. Non, donc vous exercez en fait votre profession à Marseille. À Marseille. On s'est installé à Marseille et on travaille avec ces jeunes à Marseille. Mais j'ai eu un centre social aussi de Paris, là, sur Avignon, des jeunes qui sont venus voir le spectacle. Parce que c'est assez universel, ça parle des quartiers populaires de Marseille, mais ça parle de tous les quartiers en fait. Hein. Et donc on a eu des jeunes de Paris, et après nous on travaille un peu dans toute la France, hein, et même à l'étranger. Voilà. Demain c'est la dernière représentation. Demain c'est la dernière représentation. C'est la fin du Festival d'Avignon. Oui. Où est-ce que les gens, les spectateurs, puissent vous voir prochainement? Alors, vous pouvez trouver sur le site du collectif Géna toutes les dates de tournée du spectacle Récit de mon quartier. Après, je sais que je suis à La Ciotat le 19 octobre, à Chassieux le 5 octobre, à Nantes, je ne sais plus quand. On fait une tournée, il y a toutes les dates sur le site collectif Géna. GENA, collectif GENA. Voilà. D'accord. Bien. Alors, c'était Récit de notre quartier. De notre quartier. De Entrepôt. Donc n'hésitez pas, encore demain à 13h30 au théâtre de l'Entrepôt. Je remercie vraiment cordialement avec tous mes souhaits que ce spectacle sera représenté le plus possible, parce que c'est un rêve vraiment de tolérance entre tout le monde. Merci beaucoup. Merci Jean-Jérôme, merci Mathilde. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Comment on dit à très vite en tchèque? Na brzko. Na brzko.